Zirem, pourquoi il n'y a pas d'enquête dans votre pays sur ces massacres? Qui a intérêt à ne pas faire toute la lumière sur ces tueries? C'est d'abord le pouvoir algérien. Il est inconcevable qu'il n'y ait pas d'enquête, au moins nationale, mais indépendante. Ce qu'il faut savoir par rapport à ce qui s'est passé à Ben Talha et dans d'autres régions du pays, c'est que les massacres continuent jusqu'à aujourd'hui. Il est vrai que la violence a diminué relativement dans les grandes villes, mais les pauvres paysans continuent jusqu'à aujourd'hui à se faire égorger. Et toujours, on se contente d'attribuer ces massacres à un fameux sigle, le GIA. Mais qui c'est le GIA? C'est quoi le GIA? Pourquoi ne fait-on pas d'enquête? Je vous retourne donc cette question. Mais c'est d'abord le pouvoir politique en place qui ne veut pas de cette enquête. Il est vrai aussi qu'une partie de la classe politique algérienne, qui est de connivence avec le pouvoir algérien, rejette aussi cette idée d'enquête internationale. Y a-t-il connivence, selon vous, entre le GIA et le pouvoir algérien? De quelle manière? Écoutez, il y a des officiers de la sécurité militaire algérienne qui disent, ils l'ont dit plusieurs fois, que ce GIA a été créé par la sécurité militaire algérienne. Vrai ou faux? Peut-être que moi-même je ne peux pas répondre à une telle question, mais en tout cas les interrogations et les ondes d'ombre demeurent. Aujourd'hui, on ne peut pas se contenter d'un sigle pour dédouaner les assassins de commettre leurs crimes. Monsieur Khalil, je me retourne vers vous. Quelle est la situation exacte des droits de l'homme dans votre pays? Quelle est la situation? Comment vous l'appréhendez? Et quel a été votre travail sur ce problème très délicat, épineux et sanglant, on l'a vu, des droits de l'homme? L'Algérie, c'est pas une démocratie, c'est une évidence. Depuis longtemps, on se pose des questions effectivement sur les véritables décideurs dans le système algérien. Beaucoup disent c'est l'armée. Moi je dis c'est pas l'armée. C'est la sécurité militaire, donc c'est une branche de l'armée mais qui n'est pas contrôlée par l'armée. Mais cela ne date pas d'aujourd'hui, même du temps du parti unique qui est le FLN. Le FLN pour les décisions centrales ne décidait pas. Au fait, ça remonte à bien plus loin. On peut dire aujourd'hui que même du temps du colonel Boumedienne qui avait le pouvoir, qu'il n'avait pas le véritable pouvoir. Que Qasdi Merbah, qui était donc le chef incontesté des forces de l'ombre, détenait le pouvoir jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est ces gens-là, c'est ce cabinet-là qui emprisonne l'Algérie. Ce cabinet arrive à emprisonner l'Algérie, pas parce qu'il est fort, parce qu'ils sont 6 personnes, peut-être qu'ils sont moins, peut-être qu'ils sont plus, mais c'est parce que c'est un outil qui est omniprésent dans toute la société algérienne. Alors ce cabinet fait-il cause commune avec les intégristes certaines fois? C'est un peu trop fort de dire ainsi, mais ce cabinet manipule tout le monde. Il manipule ce qu'il appelle lui-même démocrate, il appelle ce qu'il appelle lui-même républicain, il manipule aussi ce qu'il appelle lui-même islamiste. Alors, pardon de vous reposer la question. Ce qu'il faut savoir, excusez-moi, je vous interromps une seule seconde, c'est que le pouvoir algérien, depuis qu'il existe, n'a au fait aucune idéologie. Il peut être d'obédience islamiste, arabiste, berbériste, etc., mais au fait, ce qui lui importe le plus, c'est ses intérêts matériels. C'est son maintien ses intérêts au pouvoir. Donc j'allais vous poser la question, mais dans quel but certains manipulent pour maintenir et pour créer ce désordre permanent depuis de tellement longues années en Algérie? C'est pour y rester, c'est pour y bien profiter, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que l'Algérie, c'est un pays très très riche qui malheureusement aujourd'hui pétrole, près de 20 millions d'habitants qui sont très pauvres. Je vous fais savoir qu'il y a 6 mois, une fillette qui est à l'école primaire à Tiaret est tombée, évanouie dans sa classe. On a cherché à comprendre pourquoi elle n'avait pas mangé pendant 4 jours dans un pays où il y a des milliers de milliardaires. Au fait, le problème algérien, contrairement à ce qu'on a dit pendant 10 ans, ce n'est pas l'islamisme politique, c'est surtout cette course effrénée à se partager une rente pétrolière extraordinaire. Une petite parenthèse, j'aimerais que cette émission apporte quand même du nouveau et qu'elle ne serve pas aussi de prétexte à brouillard, parce qu'on parle beaucoup de l'Algérie, mais souvent c'est pour brouiller les pistes. Je voulais, à mon avis, dire ceci: ce n'est pas l'armée qui détient le pouvoir, parce que l'armée algérienne, elle est
elle est constituée de circonscrits. La plupart des gens qui sont morts victimes du terrorisme islamiste, parce qu'il existe, il a existé, sont les appelés. Et les appelés, ce ne sont pas des gradés, ce ne sont pas des gens qui font métier dans l'armée. En revanche, aujourd'hui, on a un problème avec nos services, c'est eux qui accaparent tout, c'est à l'image de la sécurité de Roumanie. C'est ce fameux cabinet noir qui décide de tout. C'est eux qui ont décidé de ramener Bouteflika, c'est eux qui ont décidé de ramener Boudiaf, c'est eux qui ont décidé de ramener Zerwal. Et Zerwal, étant général, a compris ceci. Il voulait donc placer son homme qui est Betchin à la tête des services, il n'a pas pu. Bouteflika aussi a essayé de placer son homme Zerhouni à la tête des services et il n'a pas pu. Et la situation reste la même. C'est en général donc cette fameuse machine du statu quo qui emprisonne la société algérienne. Parce que cette machine existe partout, dans les usines, dans les médias, dans les écoles, où est-ce que vous y allez, elle existe dans les ambassades algériennes, elle existe, elle est omniprésente. Voilà. Alors pour faire avancer le débat, pour qu'on aille un petit peu plus loin, oui. Vous pensez, vous, que c'est une lutte d'influence à l'intérieur du cabinet noir qui entoure tous les présidents de la République et qui font, si j'ose dire, la pluie et le beau temps dans votre pays? Mais c'est exact, c'est eux qui décident pour tout. Toutes les décisions politiques sont prises à leur niveau, toutes, sans exception. C'est ce cabinet qui essaie de créer le RND. Le RND est un parti qui a été créé le 21 février 1997 et qui a gagné, avec la fraude électorale massive, les élections législatives le 5 juin 1997. Vous imaginez, c'est une insulte au bon sens des Algériens, c'est une insulte à toute activité politique. Alors, on va rendre un hommage mérité à nos confrères et aux journalistes algériens avec un témoignage bouleversant, celui de Chafia Bouabdallah. Son fils était journaliste, la police est venue l'arrêter, sans raison apparente bien sûr. Depuis, elle ne l'a plus revu. Est-il mort? Est-il retenu prisonnier? Aucune nouvelle depuis. Cette disparition vient donc rallonger la liste des disparus. Commencez à raconter. Oui, alors c'est le 12 avril 97, ils sont venus à la maison, nous habitons Chevalet, ils sont venus à 23h30 et ils ont frappé fort à la porte, ils ont sonné, on s'est réveillés, bon, les enfants et moi et le père, tout le monde s'est réveillé en sursaut, qu'est-ce qui se passe? On a dit qui c'est, ils ont dit ouvrez police. Et mon mari a eu juste le temps d'ouvrir la porte qu'on s'est retrouvé en face de 3 individus. Le premier, juste mon mari, il a ouvert la porte, il lui a planqué un revolver là sur la tempe et lui disait de lever les mains et reculer en arrière. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il a fait mon mari. Moi, j'étais derrière mon mari, j'étais vraiment affolée, j'ai commencé à crier. Alors, ils m'ont pris, moi et mon autre enfant, ils nous ont poussés vers le salon, ils ont fermé la porte, ils ont tenu la poignée parce que pour qu'on ne puisse pas ressortir. Et voilà, et il y avait mon fils qui était dans la cuisine en train de travailler. Quand il a entendu tout ce bruit, bien sûr, tout le monde s'est réveillé. Il est venu, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ils ont regardé comme ça et il y avait tous mes enfants qui étaient réveillés. Et le bonhomme là, il a regardé comme ça, il lui a dit, toi, qui es-tu? Alors mon fils, il a répondu, il a dit, je m'appelle Aziz. Il lui a dit, ah bon? Alors, mets tes affaires et enfile tes affaires, tes vêtements et viens avec nous. Et il a eu juste le temps d'enfiler sa veste parce que il était pratiquement en pyjama. Il a eu juste le temps d'enfiler sa veste. Et il avait des mules, il avait une de chaque couleur. Et il est parti avec eux. Et depuis ce jour, je ne l'ai plus revu. Quelles sont les nouvelles que vous avez pu apprendre par la suite avec votre personne? Est-ce que vous avez eu des nouvelles depuis ou absolument rien? De mon fils? Oui, bien sûr, bien sûr. J'ai eu des nouvelles et il me disait qu'il était vivant et qu'il fallait attendre, et j'ai attendu, mais après j'ai commencé. De toute façon, le lendemain de son enlèvement, je suis venue. La première des choses, j'ai été à la brigade de gendarmerie, j'ai déposé plainte. J'ai été au commissariat. On est descendu à son journal. On a alerté le directeur du journal. Et puis on est venu voir M. Zagbara. On a aussi déposé plainte chez lui.
Et voilà, en plus, on a commencé à saisir toutes les institutions, à commencer par la présidence. Le président de la République, Zerouel, le médiateur, le ministre de la Justice, le ministre de l'Intérieur. On a saisi toutes les institutions sans laisser aucune. Et je n'ai pas eu de réponse, à part la réponse de l'ONDH, qui m'avait dit que mon fils a été pris par des groupes armés, par un groupe armé non identifié. Alors moi j'ai été chez lui, je lui ai dit écoutez, moi je suis pas contente de cette réponse. Mon fils a été pris par les corps constitués de l'État. Vous me dites qu'il a été pris par les groupes armés. Il m'a dit alors madame, si vous n'êtes pas satisfaite, vous faites une lettre de non-satisfaction de réponse. RLSS, c'est ça. Et j'ai fait une lettre de non-satisfaction et jusqu'à ce jour, je n'ai reçu... La disparition de mes 3 confrères n'a pas été médiatisée dans la presse algérienne. Moi-même, j'ai fait des efforts pour écrire le premier papier concernant la disparition de Aziz Bouabdallah. Et le lendemain, la mère de Aziz Bouabdallah est venue au siège de journal pour me féliciter pour avoir fait un petit peu mon travail. Je voudrais dire une chose aussi, c'est raconter un peu cette façade démocratique que représente la presse algérienne. Il est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes journalistes, surtout, qui se battent. Ils essayent de se battre parce qu'ils n'ont pas fait partie du sérail médiatique, ça veut dire des anciens journaux du parti unique, mais généralement, ils n'ont pas le pouvoir. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Algérie aujourd'hui, je le dis, texto, toutes les rédactions ont à leur tête des directions qui travaillent avec le pouvoir algérien. Mais seulement, il y a des journalistes jeunes qui essayent de se battre. Aujourd'hui, en Algérie, ce qu'il faut dire, c'est que pour avoir un agrément, pour avoir un journal, il faut un agrément. Si vous ne pensez pas comme le pouvoir, vous n'aurez jamais cet agrément. Donc aujourd'hui, il n'y a qu'une seule opinion qui s'exprime dans la presse algérienne. Mais encore une fois, la quasi-majorité, effectivement, des journalistes algériens, qu'ils écrivent en arabe ou en français, essayent de se battre, essayent de faire des choses. Mais ce n'est pas toujours facile. Je vous dis, pour preuve, ces 3 journalistes disparus n'ont pas du tout été médiatisés. Il y a eu des directeurs de rédaction qui ont interdit à leurs journalistes de parler de ces cas, de ne pas parler aussi de tous les cas de disparition forcée. La question des disparus est apparue dans la presse algérienne très tard. Ce n'est que vers la fin de l'année 1997 qu'on a commencé à aborder ce thème. Et pourtant, il y en a eu des disparus depuis 92, des disparus et des disparus. Juste un petit mot, si vous permettez. Vous avez dit tout à l'heure, les directions sont avec le pouvoir parce qu'elles n'arrivent pas à avoir des informations. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça le problème. On peut faire son travail de journaliste le plus normalement du monde sans être de connivence avec le pouvoir. Le problème est autre. Aujourd'hui, les directeurs de journaux et les actionnaires de journaux sont milliardaires. À côté, vous avez des journalistes qui ont un salaire minable, qui vivent misérablement. Et je pèse mes mots pour la quasi-majorité des journalistes. Donc c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'en étant avec le pouvoir, on est corrompu, on gagne matériellement. Aujourd'hui, si vous êtes avec ce système politique, si vous rentrez dans sa logique, vous avez des lots de terrain, vous avez des logements et vous vivez bien. Mais si vous êtes un opposant, vous souffrez. Ce que je voudrais dire, encore une fois, je vais peut-être me répéter, c'est que la presse algérienne est un alibi. Le pouvoir algérien est beaucoup plus intelligent que toutes les dictatures du Sud. En général, on vous donne une façade démocratique, mais rien ne change. Les gens qui détiennent le pouvoir aujourd'hui en Algérie sont pratiquement les mêmes depuis l'indépendance du pays. Mais avec cette façade de journaux qui peuvent dire des choses, oui, mais qui ne vont jamais à l'essentiel. Cette fameuse ligne rouge. Non, c'est plus qu'une ligne rouge. Au fait, c'est très sournois. Comment envisagez-vous une presse libre qui ne parle pas des disparus pendant 5, 6, 7 ans? C'est pas possible, c'est pas une ligne rouge. C'est un ancien rouge. Je veux dire que le mouvement citoyen de Kabylie a élaboré une plateforme politique qui comporte 15 points. Il est vrai que ce document demande l'officialisation et donc de la langue amazigh, mais il y a aussi d'autres revendications. Je pourrais dire en mon nom personnel que la langue tamazigh, ce n'est pas le point central pour une fois de ce mouvement. C'est un mouvement extraordinaire qui, à mon sens, n'a jamais été vécu au Maghreb depuis 3000 ans. C'est la première fois qu'il y a une contestation populaire à large échelle qui se dote d'un texte politique. Ce texte politique dit il faut que le règne des militaires s'arrête. Il faut élaborer, il faut donner une allocation chômage à tous les chômeurs d'Algérie.
Je dis bien d'Algérie, pas seulement de Kabylie. Il faut savoir que l'Algérie est un pays riche, qui paye très très bien ses ministres, ses consulats, ses militaires, et qui les chômeurs crèvent la dalle. L'Algérie aujourd'hui peut donner une allocation chômage à ses chômeurs et elle ne le fait pas. Il y a d'autres points donc dans cette plateforme, entre autres. Cette plateforme, attendez monsieur, j'arrive, demande à ce que, écoutez bien, les commanditaires et les assassins de jeunes, qu'ils soient gendarmes, policiers ou DRS, passent en justice. Trouvez-vous logique qu'un assassin ne passe pas en justice depuis que l'homme existe? Dès qu'il y a un assassinat, les hommes et les femmes, bien sûr, essayent de faire justice. Aujourd'hui, il y a en Kabylie, depuis donc ce fameux mois d'avril 2001, 123 jeunes tués. Et on sait qui les a tués. Et les tueurs ne sont pas passés encore en justice. Donc, parler de Tamazirt, uniquement de Tamazirt, ça fait un peu le jeu du pouvoir algérien qui veut faire passer cette révolte kabyle comme une révolte pour la langue tamazirt. Aujourd'hui, tamazirt est langue nationale dans la constitution algérienne. Donc il y a déjà un point acquis grâce à ce mouvement de citoyens. Elle n'est pas officielle, elle le sera certainement un jour. Mais je veux dire que ce n'est pas l'essentiel. On ne peut pas occulter tout un combat générateur de démocratie et de liberté pour tout le Maghreb.